Alors, bonjour à toutes et tous, merci de votre patience. Désolée pour ce petit retard. On attendait que le vestiaire de la Sorbonne et les participants qui étaient ce matin à la DGFP arrivent. Ils vont continuer à arriver progressivement. Merci beaucoup à nos invités d'être là. Donc, bienvenue à l'Institut national du service public qui a été créé il y a 4 ans pour succéder à l'École nationale d'administration pour prendre en charge le recrutement, la formation initiale et la formation continue des cadres supérieurs et dirigeants. Donc nous fêtons aujourd'hui, ce matin, donc on fêtait les 80 ans de la DGFP et là nous fêtons cet après-midi et ce soir les 80 ans de la formation des cadres supérieurs et dirigeants de l'État. Donc 80 ans de la création de l'École nationale d'administration et les 4 ans de l'Institut national du service public. Cet après-midi, on va se projeter vers l'avenir, vers différentes thématiques, différentes politiques publiques. Et je voulais préciser, je les remercie, que ces tables rondes ont été préparées et sont animées par d'anciens élèves de l'INSP. Merci. Merci Maryvonne. Je serai aussi bref. On démarre un peu en retard et il ne s'agit pas de perdre encore davantage de temps. Pour nous, c'est un grand honneur et aussi un grand plaisir de participer à cette table ronde dans laquelle je serai accompagné de Magali Charbonneau, directrice de cabinet du préfet de police, d'Éric Barbier, chef de service à la DGFIP qui remplace Amélie Verdier, de Florence Gomez, directrice générale de Biocébon, et d'Hugo Micheron, chercheur, enseignant associé à Sciences Po et CEO d'Arlequin AI. Voilà, sans plus tarder, je vais vous céder la parole, Madame la directrice de cabinet, sur le sujet liberté, sécurité, qui participe au lien entre le citoyen et l'État de manière quand même très prononcée. Et donc, à la préfecture de police de Paris, vous êtes au cœur de cette relation. Vous exercez le monopole de la violence légitime. Quelle perception cela a aujourd'hui entre l'État et le citoyen ? Et est-ce qu'on n'assiste pas à un paradoxe dans lequel il y aurait à la fois une demande de retour de l'autorité de l'État et une forme de rejet de la coercition, fût-elle légitime ? Merci beaucoup. Alors, je partage effectivement ce sentiment de ce paradoxe, quelque part, où on a une attente forte de nos concitoyens pour de l'autorité. On voit que c'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat public. Faut-il un choc d'autorité ? L'État devient-il impuissant ? Qu'est-ce que l'impossibilisme ? Etc., etc. Et dans le même temps, et c'est un paradoxe, on constate, enfin moi je le constate fortement, un rejet croissant de la coercition des contraintes, mais dès lors que c'est une atteinte à son espace personnel. Et je pense que ce paradoxe va croissant du fait aussi d'un phénomène qui est, je pense, un mouvement de société assez profond, d'augmentation de réflexes communautaires, dans le sens où on le voit dans les réseaux sociaux, les algorithmes ont tendance à vous ramener à vos communautés propres. Si vous êtes passionné de voitures automobiles des années 50, en 30 secondes, vous n'avez plus que ça comme post sur votre Facebook ou sur votre LinkedIn ou sur votre Instagram, quel que soit le réseau social. Et les gens, en fait, sont d'accord pour qu'il y ait de l'autorité en général, mais surtout pas dès lors que ça les atteint eux. Et quelque part, c'est un peu ce qu'on appelle dans l'anglicisme un NIMBY, not in my backyard. Ce qui existait de tout temps, s'agissant des prisons, s'agissant des STEP, s'agissant de ces équipements collectifs indispensables à la vie en société, dont tout le monde était favorable à ce qu'ils soient créés, dès lors que c'était à plus de 100 mètres de chez eux, en tout cas. En fait, j'ai l'impression que ce glissement commence à arriver dans cette sphère de l'autorité. C'est bien pour tous, mais surtout pas dès lors que ça me porte atteinte à moi-même. Et ça a un impact assez fort dans ce débat de la relation police-population. C'est un débat qui revient régulièrement, qui revient notamment dès lors qu'on a des phénomènes de violence urbaine. On l'a vécu fortement en juillet 2023. Fin juin 2023, début juillet 2023, rappelez-vous, à la suite de la mort de Naël Merzouk, à la suite d'une action de police qui avait créé un embrasement très fort des banlieues. Pas uniquement en région parisienne d'ailleurs, mais pour ce que je peux parler de ce que je connais très fort en région parisienne. Il y a eu un sondage du Cevipof qui m'avait interpellé à l'époque, qui sondait des jeunes. Et il en ressortait 2 éléments, je trouve assez, en tout cas que je verse au débat qui nous rejoint ce matin. Un tiers des jeunes sondés déclaraient considérer comme légitime le recours à la violence en soi, dès lors que leurs intérêts particuliers étaient atteints. Et 48% des mêmes sondés considéraient comme illégitime, par principe, des violences commises par des policiers, quelle que soit
le contexte dans lequel ces violences étaient commises. Or, je rappelle que le pendant de la violence, du monopole de la violence légitime, qui est entre les mains de l'État, c'est que le recours à la violence peut, ou pour le formuler différemment, le fait qu'il y ait un acte de violence commis par un policier ou par un gendarme, quand bien même, je vais peut-être vous choquer, mais quand bien même il conduira à des blessures, y compris graves, ne revêt pas un caractère de culpabilité a priori. Et ça, on l'oublie un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu après l'affaire Naël, un certain nombre d'acteurs politiques, pas que, des associations, des personnes ayant autorité sur la place publique, ont immédiatement condamné le fait que... alors c'est vrai, c'est terrible, un jeune est mort, c'est terrible. Mais est-ce que pour autant, il y avait faute? Et en fait, ce débat a été immédiatement escamoté. Ce faisant, la présomption d'innocence de l'auteur du fait a été aussi immédiatement traitée par le mépris. Et derrière, s'est engagé ce débat sur cette remise en cause en fait, du monopole de l'exercice de la violence légitime par l'État. Donc ce glissement, il mérite débat, bien sûr, mais moi je crois beaucoup qu'il faut lutter contre ce glissement. Et ça doit passer, à mon avis, par deux actions fortes qui sont dans les mains de l'État. Un, faire de la pédagogie pour rappeler ce que c'est, rappeler que c'est un fondement indispensable de notre démocratie, parce que sinon, s'il n'y a pas ce monopole de la violence légitime, en fait, c'est la loi de la jungle. Et la loi de la jungle n'est pas souhaitable dans nos sociétés et n'est certainement pas supportable dans une démocratie. Et il faut aussi réaffirmer, je pense, avec des paroles fortes de nos autorités politiques, de ceux qui ont autorité dans le débat public, pour rappeler que cette violence légitime, non seulement, comme son nom l'indique, elle est légitime, elle est nécessaire. Et que ce soit assumé par des paroles autorisées et qu'on n'aille pas se cacher en disant « oh là là, c'est terrible, c'est affreux ». Non, il faut pouvoir assumer. Alors, bien entendu, quand je dis ça, cette violence, elle est légitime dès lors qu'elle est proportionnée. Et là, c'est à la justice et c'est au juge de décider, après enquête, si l'usage de la violence était proportionné ou pas à des conditions, un contexte, un état de légitime défense ou l'empêchement d'une action créant un trouble à l'ordre public tel que seule cette action était possible pour pouvoir y mettre fin, et ainsi de suite. Mais malheureusement, cet équilibre a tendance un peu à disparaître dans le débat public. Merci Madame la Préfète. Éric Barbier, vous représentez ici l'administration qui collecte l'impôt. Là encore, c'est un lien particulier entre le citoyen et l'État qui marche un peu sur deux jambes, si je puis dire. D'une part, le consentement à l'impôt, et puis aussi, d'autre part, la capacité à votre administration de surveiller, contrôler et sanctionner les manquements. Comment vous faites vivre ce civisme fiscal et comment vous entretenez aussi la relation avec les particuliers et les entreprises? Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation et excuser Amélie Verdier qui, compte tenu des circonstances politiques du moment, n'a pas pu assister à cette table ronde. Pour rebondir sur votre question et les propos de Magali Charbonneau, je dirais que parmi les trucs qui marchent quand même en France aujourd'hui, il y a la capacité à lever l'impôt et à faire accepter l'impôt. On a quand même un taux de consentement qui est très élevé, des taux de recouvrement amiables et contentieux qui sont très élevés, alors qu'on pourrait, dans certains cas, commencer à s'inquiéter sur ce sujet, dans un contexte où le pouvoir d'achat est perçu comme en berne par certains citoyens, dans un contexte où on a pu percevoir qu'il y avait ici ou là des associations qui commençaient à considérer que l'impôt était anticonstitutionnel. Ça fait partie de ces mouvements un peu libertariens qui apparaissent ici et là. Et puis le questionnement qui a pu aussi émerger au moment de la crise des Gilets jaunes. Alors on en pense qu'on veut, mais c'est vrai qu'il y avait une des questions qui était posée au moment de la crise des Gilets jaunes, qui était mais où passe l'argent public et que fait-on de l'argent public? Et c'est vrai qu'une des questions que nous avons collectivement à traiter, c'est notre capacité à démontrer aux citoyens, aux contribuables, aux assurés sociaux, aux contribuables locaux, qu'ils en ont effectivement pour leurs impôts. Dans un contexte où il est vrai que la charge de la dette est ce qu'elle est,
et qu'on peut craindre également dans les années à venir qu'il y a une part de cette charge de la dette qui va aller croissante et qu'il y a une probabilité pour que la visibilité de ce retour sur impôt soit moindre. Alors comment, je dirais, on arrive à favoriser ce consentement à l'impôt? Je dirais qu'il y a deux maîtres mots, c'est celui de la simplicité et celui de l'accessibilité. C'est vraiment les deux pièces maîtresses de la stratégie de la Direction générale des finances publiques. C'est ce qu'on appelle de façon un peu technocratique l'approche multicanale. C'est véritablement faire en sorte que l'usager puisse choisir son moyen d'approche de l'administration fiscale en fonction de ses besoins et de ses appétences. S'il a envie d'un rendez-vous en physique ou à distance, la possibilité de lui permettre de lui autoriser ce rendez-vous, la possibilité d'avoir accès à une messagerie sécurisée, la possibilité d'accéder assez facilement à un centre de contact pour répondre à ses questions, ou, le cas échéant, pouvoir se déplacer. Et de cette manière-là, on a réussi, en diversifiant les modes de contact vis-à-vis des usagers, à leur simplifier l'accès à l'administration fiscale et à rendre l'impôt plus facile. Alors il y a aussi d'autres moyens qui ont été utilisés dans le temps. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais c'est d'abord la mise en ligne de la déclaration d'impôt sur le revenu, ensuite le pré-remplissage de la déclaration d'impôt sur le revenu, qui était aussi une manière de simplifier largement l'exercice pour des dizaines de millions d'usagers, notamment ceux qui avaient les déclarations les plus simples à mettre en place. Et puis bien évidemment le prélèvement à la source, qui est vraiment le summum de la simplification, où véritablement le redevable, le contribuable n'a rien à faire. Bon, il a quand même sa déclaration à valider, mais en termes de moyens de paiement, on n'a pas trouvé plus simple. Et puis en termes de communication également, je dirais que c'est quand même assez fortiche de la part de la Direction générale des finances publiques de communiquer durant l'été plutôt sur les montants qui vous sont restitués que sur les montants qui vous ont été prélevés. Donc on a largement facilité l'accès, on a des délais de réponse qui sont très bons, à tel point que lorsqu'on regarde le baromètre de l'ouvrier, qui est en fait la mesure de la satisfaction des usagers sur les grands services publics, là où on a une baisse de ce baromètre à l'égard des services publics, puisqu'on a un taux de satisfaction qui est passé de 84% à 82% de manière générale, sur la partie DGFiP, on constate que la DGFiP est le service public le plus apprécié par la population, ce qui n'est pas en soi évident compte tenu du rôle dévolu à la Direction générale des finances publiques, mais ça montre en tout cas que c'est un service public qui est d'accès facile et qui permet de trouver facilement des réponses aux questions qui sont posées, donc à tel point qu'en une année, entre 2023, on a gagné 1 point et on a même gagné une dizaine de points entre 2019 et 2024 sur notre propre indicateur de satisfaction interne. Donc il y a aussi cette possibilité, l'objectif c'est vraiment de rendre l'impôt facile et au travers des différents moyens de paiement qui sont offerts, notamment pour payer les impôts locaux, soit via la mensualisation, le prélèvement, le virement, paiement par carte bancaire. L'objectif aussi, et ça concourt très largement aussi au consentement à l'impôt, c'est de démontrer que l'impôt est équitable et que la DGFiP met tout en œuvre avec les autres administrations pour lutter contre la fraude fiscale et sociale. Ça fait partie également du contrat social et politique qui est passé entre l'État et les administrations. Alors c'est vrai que les plans de lutte contre la fraude ont tendance à se multiplier. À chaque gouvernement, il y a son plan de lutte. D'ailleurs, il y avait un projet de loi lutte contre la fraude qui devait être présenté dans les prochaines semaines. Mais c'est aussi pour s'adapter et faire en sorte que la DGFiP adapte ses moyens techniques, juridiques aux nouvelles méthodes qui sont mises en œuvre par celles et ceux qui veulent contourner la loi. Mais en tout cas, ce qui participe aussi au consentement, c'est aussi le sentiment que la patrouille peut passer à un moment donné et faire en sorte que vous soyez pris dans les mailles du filet. Et de ce point de vue, la DGFiP déploie également de nouveaux moyens, notamment l'intelligence artificielle, qui a été déployée, pour prendre un seul exemple, sur l'expérimentation foncier innovant et qui permet de détecter les piscines qui ne sont pas déclarées ou certains bâtiments qui n'ont pas fait l'objet de déclaration et qui
permettent de montrer, tant aux collectivités locales et qu'aux contribuables, que d'une certaine manière, il y a une forme de surveillance, rien ne nous échappe, toutes les informations qui sont transmises, vous les avez aussi à disposition sur Internet, et tout ça concourt également à remplir les caisses. L'expérimentation Foncier Innovant, ça a permis quand même de rapporter près de 20 millions d'euros aux collectivités locales. Et ce qui participe, à mon avis aussi, j'en termine là-dessus pour cette question, au consentement à l'impôt, c'est aussi, et ça fait partie de la marque employeur et de la marque DGFiP, c'est qu'on n'est pas uniquement une administration qui lève l'impôt et qui est là pour prélever, pour taxer tout ce qui passe. On est aussi une administration de service et une administration qui est là aussi pour verser des aides lorsqu'il y a des crises. En 3 semaines de temps, la DGFiP a été capable, durant la crise Covid, de verser des aides aux entreprises qui étaient en difficulté, et de même que la DGFiP a été capable de verser dans des délais extrêmement rapides des aides, notamment pour contrer la crise énergétique. Lorsque une crise a eu lieu également à Mayotte, la DGFiP a été là pour verser des aides. Donc tout ça contribue également à une image positive de l'administration fiscale et au consentement à l'impôt, en plus de la dimension accessibilité et simplicité que j'évoquais au début de mon propos. Merci, Monsieur Barbier. Hugo Micheron, je me tourne vers vous et j'en profite pour annoncer que vous partirez peut-être un peu plus tôt de la table ronde. Donc j'ai entendu les mots gilet jaune, intelligence artificielle, et ça vous concerne directement, vous qui êtes maître de conférences et professeur associé à Sciences Po. Et dans le cadre de vos recherches a émergé Harlequin AI, une initiative qui prend la forme d'une start-up, mais qui vise avant tout à équiper les institutions de recherche, les acteurs publics et acteurs privés d'outils d'analyse très poussés. Avec votre équipe, vous avez notamment analysé 400 000 réponses au grand débat national de 2019, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle non supervisés. Qu'est-ce que cette analyse a révélé des méthodes que les méthodes traditionnelles n'ont pas permis de saisir? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux de pouvoir prendre la parole dans le cadre du 80e anniversaire de l'INSP. Effectivement, moi, ma spécialité, à l'origine, c'est le Moyen-Orient, l'étude du Moyen-Orient et plus précisément de la guerre en Syrie. J'ai vécu en Syrie avant la guerre et j'ai appris l'arabe là-bas, et je me suis ensuite du coup spécialisé sur les questions de djihadisme. Donc a priori très loin de ce qu'on vient d'évoquer. Et pourtant, donc après avoir fait beaucoup de terrain dans les prisons, à interviewer les djihadistes en Syrie, en Irak, au Liban, en Turquie, dans les zones, on va dire, accessibles autour du conflit syrien, j'en étais arrivé à me dire, après 10 ans, que finalement, j'avais fait le terrain nécessaire pour commencer à cartographier la mouvance en Europe et de comprendre ces dynamiques en dehors des attentats. Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était le djihadisme, non pas sous simplement l'angle terrorisme, c'est-à-dire en fait la commission d'un acte qui du coup est une question de sécurité, de défense, de législation, mais plutôt le djihadisme en tant qu'idéologie, c'est-à-dire la capacité de ce mouvement et des groupes qui s'en réclament, de passer de quelques douzaines d'individus dans les années 90 en Europe qui sont des djihadistes ou dans des groupes djihadistes à 6000 Européens qui rejoignent les groupes djihadistes en Syrie 20 ans plus tard. Et donc c'était ce changement d'échelle qui, moi, m'avait intéressé dans le cadre de mes recherches. Et donc tout ça reposait sur l'étude du terrain. Mais j'avais une limite qui, pour moi, m'est parue de façon très violente et très évidente avec la mort de Samuel Paty, c'était ce qu'on appelle le terrain en ligne. L'affaire Samuel Paty, donc vous le savez, c'est un professeur qui a été tué à la sortie du collège le 16 octobre 2020. Le point de départ est très localisé. C'est une affaire qui commence en classe avec son lot de mensonges et de ce qu'il y avait de dépendant de ce contexte d'une classe, mais ça va s'envenimer en ligne par un certain nombre d'acteurs qui vont faire monter la sauce, produire des vidéos mensongères, mobiliser différents types de réseaux, et au final on a un attentat d'une puissance extraordinairement clivante qui va se traduire notamment par une campagne de boycott contre la France dans ses différentes répercussions. Donc un acte qui va avoir des répercussions mondiales, en plus de sidérer l'éducation nationale et poser un problème politique de fond. Tout l'essentiel de cette séquence se produit en ligne. Donc moi, je pouvais faire tout le terrain du monde. Cette séquence-là, je ne pouvais même pas la documenter. Donc, je me suis dit, comment est-ce
on peut faire du terrain en ligne. Comment est-ce qu'on peut pousser la logique et construire finalement les éléments? On ne peut pas se rendre virtuellement en ligne. On ne peut pas non plus passer des semaines et des semaines à lire tous les posts qui ont été publiés en une journée. Donc, il nous faut des outils. Et donc, je me suis tourné vers des collègues du CNRS et on a commencé à mettre en place ces fameux outils d'IA non supervisés. Et je vais vous en dire 2 mots et on va arriver sur le fond du traitement du grand débat national. Vous êtes sans doute tous familiers avec ce qu'on appelle l'IA génératif, j'imagine, ChatGPT, Gemini, etc. J'imagine que certains, même la plupart d'entre vous, doivent l'utiliser. L'IA non supervisée, ce n'est pas de l'IA génératif, c'est-à-dire on ne pose pas de questions et on obtient des réponses. Ce sont des modèles de compréhension, c'est-à-dire on leur donne de la donnée à analyser et à travers des structures mathématiques, ils sortent de façon systématique ce qu'on appelle la structure naturelle de la donnée. Donc un exemple très concret pour que vous compreniez ce dont je parle. Si on prend 10 millions de tweets publics sur les réseaux sociaux et qu'on le donne au modèle de compréhension qu'on a construit chez Harlequin, ça va nous permettre immédiatement de comprendre qui dit quoi, sur quoi, quand, comment, et donc de permettre à un analyste humain de très rapidement trouver le pourquoi. Et donc c'est des gains de temps monstrueux et surtout on peut prouver, c'est des éléments qui permettent la démonstration qui est vraiment la grande limite des modèles de génération qui répondent plein de choses, mais finalement c'est une boîte noire et on sait rarement quelle est la fiabilité des réponses qui en sortent. Donc nous c'est l'inverse, c'est des outils de compréhension qui viennent augmenter la capacité de l'analyste humain. Et donc ces modèles qu'on a mis en place à l'origine pour justement reprendre l'affaire Paty et essayer ça nous a pris quand même 1 an à les construire, mais une fois qu'on les a, on a pu étudier tout un tas de choses. Et d'ailleurs, je vous écoutais, Madame la directrice de cabinet, c'est assez étonnant parce que le premier test de nos modèles non supervisés, c'était les émeutes suite à la mort de Naël, et c'était sidérant ce qu'on a vu en ligne. Et notamment, vous parliez de 48%, ce chiffre, si je ne m'abuse, de personnes qui remettent en question la légitimité d'une violence à partir du moment où elle serait commise par un policier. Nous, ce qu'on a vu de très très dominant, bon, alors dans des milieux très politisés évidemment, mais il y avait tout un secteur des commentaires en ligne, à vrai dire, des gens qui étaient identifiés politiquement, mais qui ne faisaient que parler du définancement de la police et que parler de violences policières. Et c'était leur focale dans la scène, c'était de pousser des messages, aujourd'hui on dirait des narratifs, sur ces sujets. Donc il y avait vraiment aussi une logique très militante, très orchestrée, pour venir délégitimer la puissance de l'État et notamment sa capacité d'intervention dans l'espace public. Donc ça, c'était toute la genèse, tout ça pour dire, une fois qu'on a ces modèles, on se posait la question donc, de ces différentes applications. Et on est arrivé sur un cas, et ça c'est là où c'est pas ma spécialité, mais en travaillant avec des chercheurs dont c'était la spécialité, de se dire mais en fait quels sont les problèmes aujourd'hui qui pourraient être résolus par ce genre de technique. Et il y avait un exemple mais évident dans le débat public, c'était le grand débat national. Donc vous vous souvenez, suite aux Gilets jaunes, il y a eu ce grand débat et il y a eu une section qui a été ouverte par l'État qui est très bien faite, où les gens pouvaient répondre en ligne. À vrai dire, il y avait 80 questions. Et il y a quand même eu 400 000 participants en France. Donc, pour vous donner une idée, ça fait 32 millions de réponses. Les grands sondages Quanti que font les différents instituts de sondage, quand on approche du million, on est sur déjà des sondages d'une profondeur exceptionnelle. Là, c'est des réponses très quali, donc les gens écrivent parfois plusieurs paragraphes, mais il y a 400 000 répondants, 80 questions. Cet énorme corpus n'avait pas été traité dans son intégralité. Certains disent que oui, mais la réalité, c'est qu'aucune question n'avait été prise en totalité avec les autres. Et donc, la raison pour ça, c'était pas que l'État ne voulait pas traiter les choses, c'était pas que le gouvernement, quels que soient les gouvernements successifs, ne voulait pas traiter la remontée. C'est juste qu'on n'avait pas les outils techniques. Et donc, nous, on s'est dit, bon, bah, c'est pas ma spécialité, mais en travaillant avec des gens de différentes écoles et centres de recherche, dont Sciences Po et le CEVIPOF, on a aussi travaillé avec la Fondation Jean Jaurès, comment on pouvait traiter ça. Et en fait, on a juste pris les réponses, on les a passées dans le modèle d'Harlequin, et ça nous a permis de sortir ce rapport en l'espace de 10 jours. Et ça, c'est, je crois, aussi l'échelle de l'intelligence artificielle. C'est pas tant que ça remplace l'humain, qu'en fait, ça permet d'accélérer considérablement tous les éléments sur lesquels l'IA est très forte, c'est-à-dire la systématisation, la détection de patterns ou de motifs en bon français, et la capacité, en fait, d'appliquer à l'échelle un savoir spécifique et thématique. Et donc, c'est ça qu'on a fait. Et ce qui ressort notamment de cette donnée, là où je pense que ça présente un intérêt pour le débat public, c'est que l'IA non supervisée, à partir du moment où il ne repose pas sur des bases, sur des données d'entraînement. Vous savez, ChatGPT est entraîné sur l'intégralité du web. Donc, vous allez avoir des biais qui sont propres
à l'intégralité du web et à la façon dont ils ont pondéré tout ça. À partir du moment où vous utilisez une IA qui ne repose pas sur la donnée d'entraînement, mais que sur des structures mathématiques, l'IA va vous permettre de remonter ce qui ressort naturellement, ce qui revient naturellement de la donnée. Et donc typiquement, là, ce qu'a fait l'IA, c'est qu'elle a pris un individu, elle a pris chacune de ses 80 réponses, elle l'a encodé, comme on dit en langage mathématique, elle lui a donné un score, qui est un score mathématique lié à la sémantique, à la nature de la réponse, et elle a comparé chacune de ces 80 réponses à chacune des 80 réponses de tous les 400 000 individus. Et de la sorte, en fait, va se dégager naturellement un pattern, une typologie, si vous voulez, de répondants qui ont répondu la même chose aux 80 questions. Et donc, en fait, le travail le plus dur en sociologie et le plus discutable, qui est celui de construire des typologies, qui fait qu'on s'entretue ensuite dans l'université à dire ma typologie est meilleure que la tienne parce que moi j'ai fait plus de terrain, ou parce que j'ai plus de données, ou parce que la tienne est bourrée de biais, tout d'un coup, finalement, elle est réglée parce que la typologie, elle remonte telle qu'elle existe naturellement sur la base des réponses. Et donc, on n'a plus qu'à comprendre les catégories. En l'occurrence, il y en avait 4 principales, qu'on peut ensuite décliner en sous-catégories. Mais il y en avait une qui est très intéressant parce que c'est quand même 28% du corpus. Alors, à discuter si ce corpus de répondants était vraiment représentatif, ça c'est autre chose, mais c'est en tout cas une indication. Il y avait 28% des répondants au grand débat national qui étaient, c'est pas qu'ils étaient dans une logique d'hostilité à l'État, c'est qu'ils étaient dans une logique de renoncement presque, de non-croyance dans la capacité de l'État à agir positivement sur leur vie. C'est-à-dire, les gens étaient dans une logique de plainte pure et simple, et pour ces personnes, l'action publique semblait être totalement hors de leur périmètre d'impact. Ça ne les concernait pas, et ils en étaient, il y avait du ressenti par rapport à ça, 28% quand même. À l'inverse, on avait près de 25% des individus qui étaient dans une logique très civique, qui était de dire, c'est vraiment à l'autre bout du spectre, qui étaient des gens qui non seulement cherchaient à être des relais de l'action publique, mais en plus voulaient pouvoir promouvoir de façon positive, de façon proactive, des mesures et des initiatives qui allaient pouvoir changer leur vie, alors aussi bien au niveau local que par la prise vraiment d'intérêt dans des actions publiques, et qui, de ce point de vue-là, voyaient très favorablement l'action de l'État dans le grand débat national. Et puis 2 éléments, d'ailleurs, un lien aussi avec, on le verra, avec les impôts. Il y avait un logiciel beaucoup plus porté sur la question des finances publiques, avec l'idée que le centre d'intérêt principal, c'était l'équilibre des dépenses publiques, ou en tout cas la pérennité du système de redistribution sociale, notamment des retraites. Ça, c'était alors moins élevé, 15%, mais un énorme acteur là-dessus. Et puis après, il y avait tout ce qui était sur la question des transitions économiques et des transitions écologiques. Et point intéressant de cette méthode, c'est qu'on voit apparaître des consensus et des dissensus qui ne sont pas partisans. Par exemple, ressortait un consensus sur la transition écologique. Tout le monde était convaincu à plus de 98% qu'il fallait transiter écologiquement. Là où il y avait des divergences, c'était sur les modalités. Et vous voyez, déjà, ce n'était pas évident pour moi de savoir qu'il y avait un consensus là-dessus. Et deuxième élément, ce qui ressortait du grand débat de 2019, c'est qu'il n'y avait pas de ras-le-bol fiscal, en fait. Ça n'apparaissait pas comme tel. Par contre, il y avait une énorme exigence qui ressortait de toutes les catégories, notamment celle que j'ai mentionnée en numéro 3, sur l'efficacité de la dépense. C'est-à-dire que l'idée de payer beaucoup d'impôts n'était pas problématique à partir du moment où les services publics fonctionnent correctement, où il y a du savon dans les urgences, les services d'urgence, et où les profs peuvent a priori partir en vacances en travaillant dans des conditions décentes pour enseigner le reste de l'année. Donc ça, c'est des éléments comme ça. Les cas d'usage, du coup, sont beaucoup plus larges, et si ça vous intéresse de voir le détail, tout est en ligne, accessible, gratuit, sur notamment le site de la Fondation Jean Jaurès ou sur d'autres médias. Merci, Monsieur Hucheron. Passionnant. On va s'intéresser au dernier point finalement de vos recherches, celui de la transition écologique, puisque à côté de la question des transports, il y a la question de l'alimentation. Il y a une demande de plus en plus importante pour une alimentation qui soit à la fois bonne pour la santé et bonne pour l'environnement. Dès lors, je me tourne vers vous, Florence Gomez. Est-ce qu'il est possible de rendre plus vertueux le circuit de la ferme à la fourchette, et est-ce qu'il est possible de rendre les produits plus abordables aussi ?
Bonjour, merci beaucoup également pour l'invitation. Je vais essayer de répondre à cette question. J'ai la modeste ambition de vous apporter juste une facette supplémentaire, je pense, de terrain, puisque l'avantage de la consommation que je représente aujourd'hui, en tout cas du circuit de la grande distribution, puisque Bio c'est bon pour la parenthèse est une filiale du groupe Carrefour, c'est d'être le thermomètre quotidien de la population. Les clients qui viennent chez nous sont des citoyens qui font des actes qui sont autant de décisions très concrets. Et ce qui est évidemment intéressant par rapport à ce que vient de dire Hugo, c'est de mesurer le décalage entre ce que les gens disent ou pensent comme citoyens et ce qu'ils font réellement quand ils font leurs courses, où là, évidemment, les choix sont beaucoup plus concrets. Donc tout simplement, évidemment, par rapport au grand débat national, le grand choc des dernières années, c'est l'inflation. Je vous apprends rien, mais aujourd'hui, on le mesure encore aujourd'hui au quotidien. Même si l'inflation est maîtrisée aujourd'hui, les niveaux de prix restent très élevés et c'est la préoccupation numéro une. Je ne pense vraiment pas prendre de risques en disant ça des Français, le pouvoir d'achat en général. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs à l'augmentation du taux d'épargne qui devient vraiment préoccupante en termes de macroéconomique. Mais concrètement, dans les magasins, qu'est-ce que ça signifie sur cette question de la transition écologique? C'est qu'on a un paradoxe, je dis paradoxe, c'est très pudique comme terme, ça rejoint un petit peu leur relation avec l'autorité, pour pas dire contradiction, hein, voilà. Mais on a un paradoxe des Français, si je peux parler en leur nom, en tout cas des gens qui viennent chez nous, entre les souhaits, les vocations et la réalité qu'ils arrivent économiquement à apporter dans leurs achats. Et ce paradoxe est vraiment exacerbé aujourd'hui parce qu'on le voit à plusieurs exemples. Quand vous interrogez les consommateurs sur leurs souhaits d'origine des produits, mais une immense majorité, 88% je crois le terme exact, évidemment disent qu'ils veulent plébisciter l'origine France ou l'origine européenne, mais généralement c'est quand même l'origine française. Mais concrètement, dans les magasins, aujourd'hui, la volaille est importée à 40%, c'est un des niveaux les plus élevés qu'on ait jamais vus. Les tomates cerises qui viennent du Maroc, il n'y a aucun problème si elles sont moins chères que les tomates françaises pour être achetées en grand nombre. Et je peux citer encore tout un tas d'exemples. Évidemment, à Pâques, l'agneau de Nouvelle-Zélande fait un tabac face à l'agneau 3 fois ou 4 fois plus cher d'origine française. Donc on est constamment face à ce paradoxe, comme je l'appelle, des consommateurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est une hypocrisie. C'est-à-dire que je pense que les citoyens, sincèrement, veulent consommer mieux. C'est juste qu'ils n'y arrivent pas. Et donc c'est là que je vais faire un petit peu la petite parenthèse pour ma chapelle du bio, qui évidemment a alimenté le débat public récemment, parce que c'était ciblé comme une des victimes des rares économies du budget public. Le bio est par exemple une vraie attente de la part des consommateurs. On l'a vu pendant l'inflation. Il était intéressant de voir que toutes les tendances de consommation étaient en recul en volume, ce qui ne s'était jamais vu depuis 1945. C'est vraiment été un choc de consommation monumental entre 2021 et 2023, sauf une, sur le bio notamment, qui est l'alimentation pour les enfants et notamment pour les bébés, ce qui prouve bien qu'il y a quand même toujours une aspiration chez les citoyens d'aller consommer mieux et d'être rattaché à un cahier des charges, à un label qui engage de vraies preuves, à la fois écologiques, à la fois aussi en termes de rémunération des producteurs et aussi en termes de bien-être animal. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a des politiques qui ont bien cerné le créneau. Le bien-être animal est un sujet politique en croissance, si je puis dire. Donc voilà, on a vraiment un paradoxe qui n'est pas résorbé aujourd'hui. Merci Florence Gomez. Je me retourne vers vous, à nouveau Éric Barbier, puisque un des outils pour réaliser cette transition dont on venait de parler, c'est la fiscalité comportementale ou dite pigouvienne. On en parlait tous les deux avant d'entrer, avant de commencer, qui peut être perçue un peu comme punitive parfois. Alors est-ce que cette fiscalité, elle marche? Comment elle est acceptée par les citoyens? Vaste question, d'autant que j'ai commencé à la creuser ce matin. Ce que je peux dire sur le sujet, c'est que c'est une question qui est presque philosophique à la base, la fiscalité comportementale. Est-ce que ça peut véritablement changer les comportements? C'est une vraie question, parce que c'est vrai que c'est une évolution assez profonde du rôle de la fiscalité, au fond, qui est posée au travers de la question de la fiscalité comportementale. Le rôle premier de la fiscalité, c'est d'abord et avant tout de faire rentrer les recettes dans les caisses de l'État, de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales. C'était le but premier. Et d'ailleurs, c'est pas sans lien avec la citoyenneté et avec le rôle qu'on dévolue à
à l'État. Enfin, la base même de l'impôt, c'était de faire la guerre, d'abord et avant tout. Là, on remonte très loin à Jean Santerre. Ensuite, il y a eu une évolution qui était liée au rôle de la fiscalité du fait des crises économiques. On a vu au travers de la fiscalité un levier pour modifier des comportements plus macro, c'est-à-dire inciter à la consommation, inciter à l'investissement. Et c'est vrai que du fait de la recherche économique, on a vu de nouveaux rôles donnés à la fiscalité, notamment au travers des recherches effectuées par Pigou, avec l'idée de dire qu'il y a des externalités négatives qui sont produites par les producteurs privés, et ce n'est pas à la société de prendre en charge ces coûts, mais bien au producteur lui-même. D'où l'évolution du rôle de cette fiscalité qui est née. Alors on le voit au travers de la fiscalité écologique et fiscalité verte. C'est le principe en gros du pollueur-payeur. Et là-dessus, c'est vrai que beaucoup a déjà été fait en la matière. Taxe générale sur les activités polluantes, rôle plus ou moins incitatif qu'on peut donner pour intéresser les usagers à un traitement sélectif de leurs déchets. C'est la taxe d'enlèvement ordures ménagères incitatives ou la redevance. Et puis, il y a le sujet qui est lié au comportement alimentaire ou comportement addictif. C'est notamment tout ce qui est taxe sur les tabacs, taxe sur les alcools, tout le débat qu'on voit naître autour des taxes sur le sucre pour lutter notamment contre l'obésité. Et c'est vrai que ce qui est important d'abord et avant tout, certainement avant de changer les comportements, c'est de faire en sorte que on puisse recouvrer suffisamment pour contrer et compenser les coûts qui sont induits par ces activités négatives, pollution, tabac, alcool, mauvaise alimentation, pour compenser, faire en sorte que les actions de prévention puissent être conduites, parce que c'est certainement via les actions d'éducation et de prévention que je pense on peut davantage changer les comportements et faire en sorte que la sécurité sociale également puisse bénéficier des ressources nécessaires pour faire face aux coûts induits par le tabac et l'alcool. Je crois que la taxe sur les tabacs, c'est à peu près 14 milliards d'euros, avec un prix du paquet de cigarettes qui a quand même sacrément évolué. Enfin, moi, je sais que je suis d'une génération qui a connu le paquet de cigarettes à 1,50 €. Aujourd'hui, un paquet de Marlboro n'est pas loin, je crois, de 10,50 €, 11 €. Donc, c'est vous dire l'augmentation du prix qui est là. Après, derrière la fiscalité, il y a toujours aussi des comportements qui sont induits par la fiscalité et qui ne sont pas ceux qui sont recherchés. Alors là, la théorie économique, c'est la courbe de l'affaire. Trop d'impôts tue l'impôt, et trop de taxes sur le tabac, ça a aussi des effets parfois négatifs. On voit notamment les comportements des frontaliers qui vont chercher leurs cigarettes de l'autre côté de la frontière, ou le comportement également lié au développement de produits de contrebande et de trafic de produits qui ne sont pas sur le marché et qui échappent à la taxation. Donc c'est aussi une question de bon équilibre qui, je pense, doit être trouvé pour faire en sorte que cette fiscalité puisse déjà, d'abord et avant tout, compenser les coûts négatifs et, le cas échéant, changer les comportements. Mais là encore, moi, je pense plus je pense que l'éducation et la prévention sont les premiers facteurs qui permettent de changer les comportements avant ceux de la fiscalité. Où là, vraiment, la recherche première, c'est de faire rentrer l'argent dans les caisses. Prévention, je voulais interroger Hugo Micheron, mais il a dû partir comme vous l'avez annoncé, sur une prévention particulière qui est la prévention de la radicalisation. On observe quand même une montée de cette radicalité, et dès lors, ça modifie aussi nos façons de concevoir les services publics. Donc je me tourne vers vous, Madame la directrice de cabinet. Est-ce que vous observez sur le terrain une montée de la radicalité ? Quelle forme prend-elle? Et comment on peut aussi faire de la prévention contre cette montée, et en informant sur les décisions qui sont prises et qui peuvent parfois passer pour liberticides? Alors effectivement, le constat, on le fait. Je vais prendre un exemple. On pourrait prendre un certain nombre de domaines. On le voit dans le domaine de la délinquance, avec des actes de violence, y compris chez des jeunes adultes, voire des mineurs, qui commettent des actes de violence qui étaient
plus rares dans leur occurrence précédemment. Mais je vais prendre l'exemple de l'ordre public, où la montée de la radicalité dans l'ordre public est quand même assez nette, avec des étapes qui se sont franchies. Mais l'apparition notamment de ce qu'on a appelé le Black Bloc, je vais revenir sur ce qu'est la définition de ce thème un peu galvaudé, parfois un peu méconnu en fait, ou en tout cas utilisé à mauvais escient, qui est apparu notamment dans les grandes lois, dans les grandes manifestations qui sont posées à la réforme de la loi dite travail en 2016, et qui ensuite sont montées en puissance, on l'a vu avec les épisodes des Gilets jaunes, et maintenant quasiment systématiquement, dès lors qu'on a des manifestations de grande ampleur à Paris, on a des phénomènes de radicalité qui s'insèrent et se nichent dans ce type de manifestation. Alors un Black Bloc, pour mémoire, pardon si c'est une redite pour certains d'entre vous, c'est pas un groupe avec une idéologie particulière, animée par des personnes en particulier, c'est une technique de manifestation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une technique de manifestation radicale qui peut être mise en œuvre souvent par des individus appartenant à la mouvance d'ultra-gauche, bien souvent, mais pas que, pas exclusivement. Et on a des phénomènes de Black Bloc qui se sont constitués pendant les manifestations dites des Gilets jaunes par des individus qui relèvent pas nécessairement de l'ultra-gauche, qui relèvent d'une catégorie d'ailleurs qu'on a développée conceptuellement à partir de cette période, qu'on appelle la catégorie des contestations radicales violentes, sociétales violentes. Donc la contestation sociétale violente, c'est une forme de radicalité qui n'est pas forcément partisane d'appartenance à une idéologie qui serait de droite ou de gauche, mais qui se manifeste par une radicalité importante. Et donc le Black Bloc, c'est une technique en fait où des individus qui viennent en manifestation, moins pour porter une revendication politique ou idéologique, mais pour commettre des dégradations, des violences à l'égard des personnes, des forces de l'ordre en premier chef, mais aussi d'un certain nombre de biens, recherchant souvent une symbolique. Donc vous avez régulièrement des attaques de commerce de type banque, assurance, de type McDo, de type actuellement, on peut avoir, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, des attaques contre des commerces qui sont supposément en soutien d'une politique de colonisation d'Israël, de terre, etc., et qui vont être attaqués de ce fait. Et donc ces personnes, pour pouvoir mieux commettre leur dégradation en recherchant en fait à échapper aux poursuites judiciaires, se griment, c'est-à-dire qu'ils viennent avec de quoi s'habiller tout en noir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus difficile à distinguer qu'un personnage habillé en noir par rapport à un autre personnage habillé en noir, y compris dans le travail d'investigation judiciaire que l'on mène systématiquement quand il y a des faits comme ça, avec des relectures de vidéos. Nous, on va aller rechercher l'individualité et pour pouvoir attribuer à un individu donné des faits précis. Parce que c'est ce que la justice va pouvoir poursuivre et c'est ce que les magistrats vont demander pour qu'ensuite on ait des procédures qui tiennent, ce qui est notre objectif. Donc, face à cela, on a un effet direct dans la gestion de l'ordre public. Donc, ça nous conduit en fait à deux choses. Déjà, c'est les objectifs que l'on a dans la gestion de l'ordre public de manifestations d'ampleur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, notre premier objectif, il est souvent escamoté par le deuxième objectif dans l'esprit du grand public, mais ce premier objectif est bien premier pour nous, c'est de faire en sorte que la manifestation se déroule et qu'on ait une manifestation qui se déroule conformément à la déclaration qu'en ont fait les organisateurs, hein, qui naturellement déclarent, donc c'est l'article L211-1 et suivant du Code de la sécurité intérieure. Pour mémoire, en France, les manifestations ne nécessitent pas une autorisation. La manifestation revendicative, elle est de droit. La seule obligation auquel l'organisateur est soumis, c'est une obligation de déclaration entre 3 jours francs et 10 jours avant la tenue de la manifestation. Simplement, pourquoi est-ce qu'il y a cette disposition ? C'est pour permettre au pouvoir public de s'organiser afin d'assurer que cette manifestation puisse se dérouler dans des conditions de sérénité, de calme et de protection des biens et des personnes, ce qui est l'apanage et l'obligation du préfet en territoire, du préfet de police à Paris. Et donc le premier objectif du préfet de police, quand il a une déclaration de manifestation, c'est de pouvoir faire en sorte que cette manifestation puisse se dérouler pour pouvoir préserver la liberté d'expression et la liberté de manifester, qui sont des droits qui sont constitutionnellement défendus dans notre pays. Le deuxième objectif, qui est lié au premier, mais qui n'écrase pas le premier, c'est de faire en sorte que cette manifestation se déroule dans des conditions de sécurité, de calme, de sécurité pour les manifestants eux-mêmes et de sécurité pour les personnes qui vont les encadrer et les personnes qu'ils vont croiser dans le cadre de leur manifestation et de protection des biens. Donc,
Pour cela, effectivement, comme vous le disiez, on est amené à devoir faire de la pédagogie. Alors la pédagogie, je pense qu'elle passe par plusieurs canaux. Le premier canal, c'est un canal de transparence. C'est déjà d'expliquer quelque part un mode d'emploi, d'adopter un mode d'emploi et de l'expliquer. C'est la démarche qui a été conduite dans les années 2020-2021 avec l'élaboration puis la publication du SNMO, le Schéma national de maintien de l'ordre, qui est une doctrine qui est fondée sur un certain nombre de principes, qui est un cadre qui s'applique à toutes les forces de l'ordre en France. C'est-à-dire que la préfecture de police, la gendarmerie nationale, la police nationale l'appliquent de la même façon. C'est un cadre, c'est-à-dire qu'il fixe des principes, il laisse derrière une certaine latitude dans les modalités d'organisation des choses, naturellement, et on exploite bien sûr ce cadre. Mais ce cadre, le principe, bien sûr, c'est la proportionnalité, c'est le principe de devoir systématiquement avoir un échange préalable avec l'organisateur pour se mettre d'accord sur les modalités, établir un contact qui va être utile pendant la conduite des manifestations, et nous, on le fait systématiquement avec Laurent Nunez, ça fait 3 ans que j'exerce mes fonctions. Dès lors qu'on a des manifestations qui s'annoncent d'ampleur, j'entends par là plusieurs milliers de personnes sur la voie publique, on reçoit les organisateurs et bien souvent on les reçoit à notre niveau. C'est Laurent Nunez ou moi-même qui recevons nous-mêmes les organisateurs des manifestations pour fixer un cadre et un règle du jeu en se mettant d'accord sur un itinéraire. Le choix de l'itinéraire est souvent assez déterminant sur la façon dont la manifestation va se dérouler, en se mettant d'accord sur le fait qu'il y ait un service d'ordre qui soit dimensionné comme il faut. Donc le service d'ordre, c'est le service de sécurité privée que l'organisateur met en place pour lui-même pour pouvoir protéger ses manifestants et s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Et l'État vient en renfort et en encadrement de ce service d'ordre pour s'assurer que les choses se passent bien et pour réprimer dès lors qu'il y a des dérapages qui irait au-delà de ce qui est acceptable. Deuxième principe, c'est la place des journalistes. La transparence, c'est-à-dire que l'État assume qu'il y a une totale transparence dans la conduite des manifestations. Et donc le SNMO fixe une place et donne accès officiellement aux journalistes qui ont la possibilité de couvrir à la fois les actions des forces de l'ordre, mais ceux-ci doivent être identifiés par des moyens permettant d'identifier que ce sont des journalistes et pas des individus. Alors c'est compliqué parce que se sont beaucoup développés au cours des dernières années des journalistes dits indépendants, les JRI, qui bien souvent, pour certains, viennent vêtus un peu de noir, un peu avec des protections, etc. Donc ils viennent pour faire leur métier, mais qui ne sont pas toujours vus du fonctionnaire de police ou du militaire de la gendarmerie, très facile à distinguer de l'individu qui, lui, est venu avec des intentions qui ne sont pas, pour le coup, bienveillantes. Donc ça participe de l'exercice assez délicat du maintien de l'ordre, mais on s'y attache. Donc pédagogie à l'égal des organisateurs, en les recevant avant, pendant les manifestations. Bien souvent, moi j'ai vu en salle de commandement Laurent Nunez demander à ce qu'on appelle l'organisateur. Donc on a systématiquement un contact, on met systématiquement des policiers en civil au contact direct des organisateurs pendant le déroulé de la manifestation pour pouvoir, par exemple, demander à arrêter la progression du cortège parce qu'on se rend compte que devant le cortège, on a des événements en cours avec des éléments à risque, des profils malveillants qui commencent à dégrader un commerce. Ça nous conduit à devoir intervenir pour pouvoir faire cesser ces violences et on ne veut surtout pas que le cortège des manifestants pacifiques viennent tomber dans une opération de police. Et donc on demande aux organisateurs, avec leur service d'ordre, d'arrêter la manifestation quelque temps, c'est quelques minutes en général, le temps qu'on puisse procéder à l'interruption, voire disperser les éléments à risque qui étaient en train de commettre des exactions. Et dès lors que le calme est revenu en amont de la manifestation, souvent les incidents sont en amont de la manifestation, on redonne un go à l'organisateur en lui disant vous pouvez refaire avancer vos gens, la situation est au calme et vous pouvez de nouveau avancer. Pourquoi ? Parce qu'on veut éviter qu'on ait des manifestations pacifiques qui se retrouvent au milieu du gaz lacrymogène et alors qu'il y a une action de police pour pouvoir régler un problème en amont. Donc la pédagogie, elle se fait en amont, elle se fait pendant la manifestation. Elle se fait aussi en aval de la manifestation. Alors c'est plus de la pédagogie à l'égard du grand public et c'est les actions de communication qu'on peut être amené à faire. Alors elles prennent plusieurs formes. Prennent le fait que de plus en plus aujourd'hui, on est amené, la PP, la police nationale et la gendarmerie le font également, à prendre des images nous-mêmes de ce qui se passe dans les manifestations pour pouvoir ensuite les exposer, pour pouvoir les commenter, pour pouvoir expliquer ce qui se passe. Et puis, on est amené, les responsables, le préfet de police au premier chef, mais pas que, à aller sur les médias, sur les plateaux, pour pouvoir répondre aux questions des journalistes, expliquer ce qui s'est passé et faire la pédagogie sur ce qu'est le maintien
maintien de l'ordre, pourquoi on le fait et comment on exerce cette violence légitime qui est l'apanage de l'État, mais dans des conditions qui sont le respect du SNMO pour ce qui concerne l'ordre public et bien sûr les principes habituels de nécessité, adaptabilité, proportionnalité de l'action. Merci Madame la Préfète. Je me tourne vers vous, Florence Gomez, parce qu'on souhaitait, dans cette table ronde, avoir quelqu'un du monde de l'entreprise. Et vous avez un pied un peu dans les deux mondes, celui administratif, puisque vous étiez au ministère de l'économie et des finances avant de rejoindre Carrefour et puis Bio c'est bon, tout simplement parce qu'on voit émerger une figure, une forme de troisième personnage, celui de l'entrepreneur, et on le voit que ça a des effets sur le fonctionnement de certains États, avec l'exemple d'Elon Musk et du Doge. Est-ce que vous voyez effectivement de bonnes pratiques du secteur privé qui pourrait être adapté à l'État et à l'amélioration de son fonctionnement? Est-ce qu'il y a véritablement des recettes qu'on pourrait appliquer? Merci pour la question. Bon, je pense que c'est un vieux débat, donc j'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue. Je pense que la première précaution, c'est effectivement, comme j'ai vu les deux côtés, que je continue par faire mon apprentissage sur les us et coutumes des deux côtés. Il ne faut surtout pas conforter l'idée qu'il y aurait un monde fantasmé du privé plus efficace, plus moderne, plus lean, etc. Je le dis juste parce que je pense que tout le monde le sait, mais c'est toujours bien de le rappeler. Moi, quand je suis passé de Bercy à Carrefour, j'ai coutume de dire que j'ai pas été dépaysé. C'est une grande organisation des deux côtés. Il y a les mêmes difficultés, aussi les mêmes modes de fonctionnement, des objectifs, des indicateurs, des contraintes budgétaires, des comptes à rendre. Alors évidemment, d'un côté, ce sont plutôt les citoyens, de l'autre, c'est plutôt les actionnaires. La finalité n'est évidemment pas la même, mais dans le mode de fonctionnement, on n'est vraiment pas très éloigné. Et honnêtement, il y a beaucoup d'entreprises, évidemment je ne veux pas dire Carrefour, mais beaucoup d'entreprises qui mériteraient un Doge et qui ont aussi leur délégation interministérielle dont tout le monde se demande pourquoi elle est encore là, et pourquoi elle fonctionne. Enfin bref, des problèmes de communication et de coordination comme partout. Par contre, les différences, c'est plutôt ça qui est intéressant toujours d'essayer de pointer. Moi, j'en vois quelques-unes. La principale et première qui, à mon avis, est un petit peu insurmontable pour le secteur public, c'est le fait que le pouvoir de décision et la chaîne de commandement est infiniment plus complexe du côté du public, même si, encore une fois, la relation avec des actionnaires peut être très complexe aussi, mais la diversité, aujourd'hui c'est évidemment le jour parfait pour le dire, de l'autorité politique est une contrainte que l'administration doit manier et qui peut très souvent entraîner des lenteurs ou au contraire des va-et-vient, un aléa de décision que l'administration subit et qui est beaucoup moins présent dans une entreprise, même si encore une fois il y a aussi des enjeux politiques, etc. Mais le cliché un petit peu du patron qui tranche et qui décide et qui fixe un cap, il est un peu vrai par rapport à ce qu'on voit dans le secteur public, en tout cas par rapport à moi, ce que j'ai vu. Peut-être qu'aussi j'ai en tête un exemple quand j'étais à Bercy, d'avoir lu dans le Canard enchaîné tout un feuilleton sur le prélèvement à la source. Allait-il être maintenu ou non alors qu'on était sur le point d'appuyer sur le bouton? Bon, voilà, ce genre de choses, je pense que c'est un petit peu moins fréquent dans l'entreprise. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que c'est vraiment la principale difficulté, enfin la principale différence, mais aussi du coup difficulté pour le secteur public, mais qui encore une fois me semble un petit peu insurmontable, enfin en tout cas je veux dire intrinsèque au fait que l'autorité soit à la fois politique et administrative. Après, de manière beaucoup plus pratico-pratique, je vois des différences qui peuvent porter inspiration peut-être pour le secteur public, des choses qui sont assez, je trouve, intéressantes du côté du secteur privé et qui encore une fois s'expliquent très bien côté secteur public, mais qui, à mon avis, pourraient être creusées. D'abord, il y a ça fait écho un petit peu à ce que vous disiez sur le fait que la DGFiP est le service public le plus apprécié. Moi, je ne suis pas du tout surprise. Pour avoir un petit peu travaillé pour la DGFiP, je trouve que c'est une des directions qui mérite le moins ce que je vais dire par rapport au secteur public. Mais c'est vrai que dans le privé, il y a une attention, alors je dis ça peut-être aussi parce que je suis dans la consommation, mais une attention aux clients, donc à l'usager, côté public, qui est, j'ai envie de dire, un peu plus forte parce que l'enjeu de la concurrence du système de compétition avec les concurrents fait que mécaniquement, on est obligé d'être en conquête du client. Et ça, je trouve ça vraiment inspirant pour le secteur public.
Juste pour l'anecdote, parce que j'ai vécu ça il y a quelques jours et je trouvais ça absolument collector, pour dire pourquoi je ne suis pas surprise non plus que la DGFiP soit un des services les plus reconnus. J'ai subi mon 5e appel avec la CAF pour désespérément obtenir l'ouverture de mon dossier. Et on m'a répondu, alors non, on est désolé, mais cette fois-ci, le délai d'urgence chez nous, c'est 24 jours. Donc si on met votre dossier en urgence, vous allez perdre plus de temps que les 60 jours de traitement que vous aviez prévu. Voilà, je pense qu'il y a encore des endroits dans l'État où on n'est pas encore totalement dans la qualité du service rendu aux citoyens et où il y a plein de choses à faire. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut s'inspirer un peu de ce que les entreprises ont mis en place. Je vous donne un exemple, mais chez Carrefour, il y a un indicateur maître qui s'appelle le NPS, le Net Promoter Score. C'est l'évaluation, si vous êtes passé dans un Carrefour City, vous avez peut-être déjà reçu ça, sur 10 de votre expérience d'achat. Et ça, c'est un baromètre absolu qu'on regarde partout. Et en général, il est très annonciateur des répercussions économiques. Donc voilà, on a cette attention qui est très intéressante. La deuxième chose, après, serait plutôt côté RH. Dans les choses intéressantes côté secteur privé, je pense qu'il y a une attention à la qualité du management. Alors, je ne dis pas que tout le monde est un bon manager dans le secteur privé, mais je trouve, par mon expérience, que le critère de la qualité de management dans l'évolution des carrières est un peu plus important dans le secteur public, où parfois, encore une fois, ça ne vaut pas partout, mais je pense que la qualité de l'expertise et la qualité professionnelle sur la maîtrise des sujets techniques est un peu plus forte que la qualité de management. Et je trouve ça un tout petit peu dommage, parce que je pense qu'on ne valorise pas assez les bons managers dans le secteur public. Deuxième chose côté RH, ça serait justement un peu la gestion des carrières. Alors là, pour le coup, je le dis à titre aussi personnel, je trouve que dans le secteur privé, on arrive à plus donner de visibilité. Je ne dis pas que les promesses sont toujours tenues, hein, mais on arrive à plus écrire avec les personnes qui sont détectées comme des talents ou tout simplement des personnes qui ont été recrutées. Enfin, il y a plus d'accompagnement dans le parcours RH des gens que ce que j'ai vu du côté public. Mais voilà, encore une fois, ça dépend beaucoup des directions, mais je sais que parfois les contraintes, et c'est pour ça que je disais que tout s'expliquait, hein, les contraintes administratives et contraintes RH sur la fonction publique, à mon avis, ne permettent pas aux managers justement d'administration d'avoir toutes les manettes et de pouvoir s'engager un peu plus sur le parcours et la carrière qu'ils vont proposer aux personnes qu'ils ont en face d'eux. Et la dernière chose, alors ça c'est pareil, c'est un petit peu quelque chose qui s'explique par les contraintes RH de la fonction publique. Je trouve que dans le privé, on s'accommode un petit peu mieux du flou des organisations et du flou de l'organigramme. Alors c'est peut-être propre à Carrefour, mais j'ai été passé grâce à l'ENA aussi dans une autre entreprise qui avait ce même point commun, donc je pense que c'est quelque chose quand même qui se retrouve. Je prends un exemple, moi quand j'étais à Bercy encore pendant la période du Covid, je sais que j'avais eu beaucoup de collègues, beaucoup de collègues qui s'étaient retrouvés un petit peu sur le tapis à se dire qu'est-ce que je fais pour aider, je suis dans un bureau qui entre guillemets n'est pas concerné, donc une espèce de latence, et d'autres bureaux évidemment au contraire absolument sursollicités à la limite du burn-out. Et je pense que dans le privé, on a plus de souplesse et plus de facilité à faire des vases communicants entre services et entre forces de travail, parce qu'on a justement un petit peu moins... Alors évidemment, il y a des contrats de travail, des fiches de poste, etc., mais c'est quand même un petit peu moins encadré que dans une administration centrale. Encore une fois, je décris l'administration centrale. Je pense que c'est pas vrai, par exemple, dans des collectivités ou des milieux hospitaliers, et que ça peut être aussi quelque chose à creuser pour le secteur public. Merci beaucoup, Florence Gomez. On avait encore beaucoup de questions, néanmoins le temps vient à manquer. J'espère que cette table ronde vous a quand même permis d'éclairer le rapport qu'a l'État vis-à-vis de ses citoyens, dans le fait qu'ils soient contribuables, dans le fait qu'ils soient usagers du service public et même consommateurs. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et on va céder la parole à notre scénariste Christelle Gonard et à la rapporteuse de notre atelier, Louise Mariani. Merci. Oui, je t'en prie. Donc, on est toutes les deux là pour vous parler d'un atelier qui a été organisé en parallèle de cette journée, qui a réuni des fonctionnaires et où on s'est posé la question de cette relation entre l'État et les citoyens. L'objectif était, selon une méthode particulière, de réflexion autour d'un scénario qu'on va finir par
par vous présenter, de s'interroger un peu sur les messages et de déconstruire un peu les messages ambiants autour de cette question de l'État et des citoyens, d'aller creuser finalement par strates successives, donc selon la méthode dite de l'iceberg, en s'attaquant d'abord au haut de l'iceberg qu'on a tous en tête, et puis ensuite en essayant de creuser un peu sous le niveau de la mer, et donc en partant des litanies sur la relation État-citoyen, pour ensuite s'intéresser aux systèmes qui fondent ces litanies, à la vision du monde qu'elles portent, et enfin aux mythes auxquels ça fait référence. Et en fait, après ce premier moment d'échange, se demander comment est-ce que, en partant d'un mythe qui nous intéresse, on peut remonter pour construire quelque chose de potentiellement plus positif sur la relation des citoyens à l'État. Peut-être sur la méthode, ce qui était intéressant, c'est qu'on était donc 5 fonctionnaires. Je me permets de les citer parce que je ne suis que rapportrice du groupe, et donc je veux rendre aussi la paternité à tout le monde. Donc Élise Zec, qui est une élève de l'INSP, Nicolas Krakowicz de la DG Trésor, Florian Bond de la DGOS, Frédéric Bouteille qui est DIRCAB à l'Assemblée nationale, et moi-même donc pour l'Inspection générale des finances. Et on a tous valorisé en fait la capacité à prendre quelques heures dans notre quotidien pour s'interroger de manière un peu étrangère à notre fonctionnement habituel sur les relations que l'État pouvait avoir avec les citoyens, et se poser un peu la question de d'où tout ça pouvait venir. Peut-être très rapidement, parce que ça fait en fait écho à ce qui a été dit dans la table ronde, sur les litanies, vous ne serez pas très surpris. Le constat, c'était plutôt celui de l'absence de lien, celui d'avoir un dialogue en fait entre l'État et les citoyens, dont de manière un peu générale, on condamnait, enfin, la litanie est de condamner l'absence en fait de relation. Avec d'un côté, quand ça marche, c'est normal, et une absence de reconnaissance par le citoyen de ce qui fonde l'action publique dans son efficacité, et de l'autre côté, un constat d'impuissance de l'État, de déshumanisation, et même un sentiment d'opacité et de suspicion. Du coup, on s'est demandé quels étaient les systèmes derrière tout ça, et il y a eu un constat là aussi assez fort qui, là encore, a été évoqué par les intervenants précédents, avec en fait un constat de moins de collectifs d'un côté et plus d'individuels, des systèmes où en fait on a d'un côté les corps intermédiaires qui ont plutôt tendance à perdre en puissance et en capacité d'action, et de l'autre côté une montée en puissance des médias, notamment d'information continue, et cette notion de l'entrepreneur qui est en fait l'homme seul qui réussit à construire quelque chose. On s'est ensuite intéressé à la vision du monde, et là du coup en écho à ces systèmes, on a constaté qu'il y avait un peu une absence d'horizon commun, et plutôt une valorisation d'une volonté plus libérale de pouvoir construire son projet individuel au sein d'une société qui n'était dès lors que la composition de ces horizons individuels, ce qui a entraîné une forme de crise du contrat social et d'un échec de l'État puissant qui portait avant ça des systèmes de société, comme notamment la question de la méritocratie, ou ce genre de système que l'État avait vocation à porter. Et du coup, on s'est intéressé aux mythes. Et donc, les mythes qui ont été cités ont été d'un côté celui du village gaulois, un peu l'État qui vit seul, enfermé derrière ses murailles, et qui résiste et qui refuse de changer. Le mythe de Sisyphe, évidemment, avec pour le fonctionnaire, la capacité à en permanence reconstruire un peu la même chose. Et puis, pas mal de notions de submersion. Alors là, à la fois pour les citoyens et pour l'État, cette notion de faire face à des phénomènes qu'on n'arrive plus à gérer, la dette, le climat, voilà. Donc une fois qu'on a eu cette discussion extrêmement positive sur l'état du monde, on s'est demandé comment est-ce qu'on remplaçait tout ça. Et donc là, comme vous l'aurez compris, la méthode était de repartir du mythe pour remonter vers la litanie qu'on aimerait entendre désormais. Et donc on a opposé à Sisyphe et à cette notion de village gaulois le mythe d'une nouvelle Atlantide, avec la vocation en fait de créer ce village où finalement l'État serait plus diffus et fluide, et en fait où chacun viendrait trouver sa place en fonction de sa compétence, ce qui faisait écho aussi à la perte de sens qu'on sent aussi poindre dans les litanies sur le côté quelle est la place de chacun, et avec un constat fort derrière cette recherche du mythe qui était qu'on ne pense plus le progrès, que finalement l'État dans sa relation aux citoyens ne gère que la contrainte de la dette, la contrainte de l'absence de possibilités à faire, et que du coup on n'a plus de débat au sens état du terme sur c'est quoi notre horizon de progrès dans la médecine, dans la recherche,
dans tous ces secteurs qui avant étaient porteurs de projets pour l'ensemble de la société. On a du coup apporté une vision du monde, donc on a lié à ça d'autres mythes, celui de l'alliance par exemple, plutôt que du contrat social, ou celui de Prométhée contre Sisyphe. Sur la vision du monde, ça fait écho, mais c'est en fait celle de l'utilité de chacun, et donc c'est la philosophie fonctionnaliste avec l'idée que chacun a une compétence qu'il doit remplir, et donc si chacun trouve sa place, finalement il y a une forme d'homogénéité qui se crée dans la société. Et quand on a réfléchi en système, on s'est dit que peut-être que c'était la fin de certains systèmes démocratiques tels qu'on les avait conçus jusqu'ici, et que notamment notre système de prise de décision n'était plus adapté à cette recherche. Et enfin, du coup, quand on est revenu à la surface de la litanie, on s'est demandé qu'est-ce qu'on devrait dire, quelles seraient les litanies si on réussit à faire tout ça. Et la première des litanies, ce serait l'État, c'est quoi ? Avec l'idée que en fait, le moment où l'État fonctionne le mieux, c'est le moment où on n'en parle plus, et qu'aujourd'hui, si on condamne beaucoup l'État, c'est parce que c'est facile de critiquer et qu'on aime discuter de ce qui ne marche pas, mais que finalement le jour où on ne parlerait plus de l'État, c'est que l'État aura réussi. Et une notion aussi de j'y étais. On a, dans le groupe, ça a pas mal résonné l'exemple des Jeux Olympiques, en se disant que chacun avait été fier de pouvoir dire j'y étais, alors soit dans l'administration parce qu'on avait œuvré à l'organisation, soit en bénévole, soit même en public. Et en fait, se dire j'y étais dans ce projet national, voilà, c'était les deux litanies qui faisaient écho chez nous. Et peut-être en constat plus transverse, à la fois sur la méthode, donc, dont vous l'aurez compris, dont on s'est complètement saisi, mais pour dire que le constat principal parmi nous 5 consistait à dire qu'on n'avait jamais l'occasion d'avoir ce type de discussion dans nos métiers et dans notre participation à l'État au quotidien, et qu'en fait peut-être que ce qui manquait déjà avant tout et à court terme, c'était de reprendre le temps, de sacraliser ce temps de la prospective et du débat plus macro, plutôt que le temps consacré, enfin en tout cas en parallèle du temps consacré quotidiennement à nos tâches administratives. Voilà pour l'atelier. Et donc du coup, ça c'était la première partie de notre travail. Et la réflexion ensuite, portée par Christelle, a été de conceptualiser un petit scénario qui mette en histoire les conclusions de notre atelier. Et donc Christelle, je te laisse introduire. Merci beaucoup. Alors moi je suis partie sur l'idée que pour que justement on n'entende plus parler de l'État, peut-être qu'il faut que l'État en fait très très tôt entre dans la vie du citoyen. Et donc j'ai imaginé la journée d'une jeune fille en 2050 qui a 18 ans en 2050, et vous allez voir ce qui lui arrive. Donc nous avons avec nous Louise Mariani, qui est journaliste à Ici Lille 3000, qui va donc me poser des questions. Je me mets dans la peau d'une très jeune fille de 18 ans et je vous écoute. Oui, donc Louise Mariani, journaliste d'Ici Lille 3000, votre chaîne d'information en continu et en 3D. Je suis avec une jeune habitante de Cassel, dans les Hauts-de-France, qui s'apprête tout juste à voter. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour, donc je m'appelle Luciole D, je suis née à Cassel, j'ai des frères et sœurs, et je voudrais devenir apicultrice plus tard. Et donc à la veille de ce scrutin présidentiel, quel est votre rapport à l'État ? Alors mon rapport à l'État a commencé très très tôt, puisque donc j'ai été baptisée lors d'un baptême républicain qui est devenu obligatoire. Autrefois, mes parents l'appelaient le baptême civil. Et à l'occasion de ce baptême républicain, on m'a remis ma carte de citoyenne. Voilà, il a été rappelé à mes parents que l'État était là pour me garantir l'accès aux soins, au logement, à la santé, à la mobilité, à la formation et à la sécurité. Et alors, en quoi cette journée est particulière pour vous ? Alors, Louise, aujourd'hui, donc j'ai 18 ans, donc je vais aller voter. Je bascule vers la majorité, et dans 2 jours, il y a un scrutin extrêmement important. Mais avant ça, puisque je suis majeure, j'ai rendez-vous avec le veilleur à la mairie. Le veilleur est un fonctionnaire qui va me remettre ma carte de citoyenne et me rappeler les droits et devoirs que je vais devoir remplir dorénavant à partir de ma majorité. Ça s'appelle même le permis citoyen que je vais devoir passer. Alors, pouvez-vous me parler de ces droits et devoirs ? Alors, absolument. Côté devoirs, ça a commencé assez tôt à l'école et jusqu'au bac. Par exemple, ce qui était obligatoire, c'était de passer son brevet de secourisme. C'était d'apprendre la langue des signes. Mais ce que j'ai vraiment adoré, c'était vivre le scénario d'une simulation de panne de courant. Voilà, j'adore tout ce qui est prévention, j'adore.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui m'attend, oui, dans les prochains devoirs? Et vos devoirs, ouais. Alors, un truc assez intéressant, c'est que je vais devoir passer du temps dans un tribunal, un hôpital, au service des impôts, on en parlait tout à l'heure, et dans un commissariat. Et à terme, je devrais intégrer la réserve citoyenne de l'une de ces institutions. C'est obligatoire, comme d'ailleurs, je devrais à un moment ou à un autre remplir la fonction de juré d'assises. Et quand vous aurez réalisé ces devoirs, qu'est-ce que l'État vous propose comme droit? Alors, l'État m'offre en termes de mobilité. J'ai droit à 4 trajets en train à 10 € par trajet. Donc 4 trajets par an, 4 consultations gratuites chez un psychologue et plein d'autres choses encore. Et alors demain, vous allez voter. Alors oui, demain, je vais voter. Parlez-nous de ces élections présidentielles version 4.2. Alors les élections présidentielles, voilà l'actualité. Bref, donc je suis d'autant plus motivée qu'une grande réforme a bouleversé notre système. Alors, le temps où mes grands-parents votaient pour un homme, un parti, un projet, c'est fini. Aujourd'hui, les candidats d'abord doivent être en binôme. Le candidat donc, qui se présente à l'élection présidentielle et doit se présenter avec une proposition de gouvernement. On ne vote donc plus pour un homme, on vote pour une équipe. Et le programme de chaque équipe passe obligatoirement par des sujets imposés à tous les binômes, avec des questions très précises pour tous les binômes sur des sujets santé, jeunesse, sécurité, économie, sport, culture. Quelque chose de très important, c'est que les démarches administratives ont été simplifiées. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'aller m'inscrire à la mairie pour voter. À partir de 18 ans, je suis automatiquement inscrite sur les listes électorales. Et qu'est-ce que votre génération, à vous, a obtenu dans cette réforme électorale? Alors, oui, ma génération et celle de mes parents. Donc notre génération, on nous appelle la génération 20.30. On n'est plus X, Y, Z. Voilà, de toute façon, il n'y avait que 26 lettres à l'alphabet, donc on était un peu limité. Et donc, nous avons milité pour faire passer la loi sur le vote des jeunes. Alors, vous allez me dire, les jeunes votent déjà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette loi est très simple. Elle accorde aux 18-25 ans un poids représentatif plus important qui fait qu'un jeune a 1,25 voix. Quand 4 jeunes votent, il y a 5 bulletins dans l'urne. Alors, et ça s'est bien passé? Ça a été dur, hein. Il a fallu batailler parce que évidemment ça a un petit peu secoué le pays, surtout les générations plus âgées, mes parents, mes grands-parents. Mais on en parlait tout à l'heure, l'acte de vote a souvent été un impensé politique. Hein. Tu parlais de rêver un peu, de se projeter. Et donc ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de débat autour de ça. Et donc quand on a lancé ça, effectivement, alors il y a des générations qui ont hurlé en problème de constitutionnalité, bien sûr. Mais pour nous, en fait, on avait vraiment envie de nous réimpliquer dans la vie démocratique. Je vous rappelle quand même qu'en 2032, 90% des 18-25 ans n'étaient pas allés voter. Donc il y avait vraiment, on avait le sentiment un peu de vivre en gérontocratie, n'est-ce pas? Et puisque nos aînés votaient des trucs qui n'avaient rien à voir avec nos préoccupations et qui pourtant allait nous impacter. Voilà, donc on a voulu remettre un peu de solidarité intergénérationnelle et ça répondait aussi à mes grands-parents souvent qui me disaient « Oh là là, mais quel monde on vous a laissé ?» Mais quel monde on vous a laissé? Et moi, je leur répondais, il ne fallait pas voter pour les mesures poussiéreuses de Madame Paglop ou de Monsieur Duchemol. Voilà, donc une grande réforme. Et d'ailleurs, il y a un ami qui va sûrement faire l'INSP, je pense, qui m'a parlé de l'égalité théorique du vote qui ne suffit pas à faire démocratie. Vous pourriez nous dire ce que vous en pensez? Alors, chère Louise, non, parce que le temps passe et que là, pour fêter mon anniversaire, je vais aller préparer un gâteau dans la boulangerie solidaire de Cassel qui embauche des personnes en situation de handicap et qui font les meilleurs gâteaux de la ville. Voilà. Donc, merci beaucoup Luciole et bon vote. Merci. Donc en conclusion, donc demain ce n'est pas le grand soir comme disait mon arrière-grand-père, mais c'est peut-être le grand jour de celui du retour aux urnes de la jeune génération. Merci.